Allô, allô? Les pompiers dans le tuyau? Ah, la ringarde. Oui, riez, parce qu'on va pas beaucoup rire dans l'heure qui arrive. Faites le plein. Bon, bonjour à toutes et à tous. Ravie de passer ce moment avec vous. On a pas mal de retard. Alors, est-ce que je regarde juste l'équipe? C'est bon, on peut quand même faire une heure, une heure d'échange. Ok, donc on va échanger pendant une heure et ensuite on prendra quelques questions du public. Donc, ce qui nous rassemble aujourd'hui, bon, c'est pas joyeux. Tradwife, aller simple pour Gilead. Avant de commencer la discussion, de présenter mes invités, justement pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas La Servante écarlate, on ne vous en veut pas évidemment, je tenais à vous en dire quelques mots pour vous mettre dans le contexte. Donc la série La Servante écarlate sort en 2017, la même année que l'explosion du mouvement MeToo, dans un moment où les questions de violence et de droits des femmes reviennent au centre du débat public. Elle est adaptée du roman The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, qui lui est paru en 1985. L'histoire se déroule donc dans une société fictive appelée Gilead. C'est un régime autoritaire où les femmes ont perdu leurs droits civiques et où certaines d'entre elles sont assignées à une seule fonction, la reproduction, au nom de l'ordre moral, religieux, démographique. Et donc longtemps, cette histoire a été perçue comme une dystopie, mais aujourd'hui, 40 ans après la sortie du roman, certaines images, certains discours qui traversent cette fiction résonnent de manière troublante avec notre actualité. Je ne sais pas vous, mais moi, dans mon quotidien, il n'est pas rare que j'entende « Non mais là, on se croirait dans La Servante écarlate ». Donc voilà, je vous propose de regarder la bande-annonce, comme ça nous met définitivement dans la mauvaise ambiance. Le petit moment technique, en plus, je change de micro. Ah si, il m'avait dit, attendez, non, oui si, c'est ça. Ah oui, mais regardez, il y a un troll qui nous... Mais non. Flûte. Ah non, mais la honte. Manu, voilà. Un homme, hein, heureusement, parce que... Il m'a montré 3 fois avant la table ronde, j'ai trop honte. Mais franchement, ça ne marche pas comme dans nos plans. Hein. Bon. Mais je pense qu'on est hacké par un mascu. En plus, ça vous spoil la suite. Voilà, donc la bande-annonce de la première saison OCS, le de la bouquet série. 100% cinéma-série présente. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? Run, run, run! No, please don't take her. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. There's an eye in your house. I'll send you to the colonies. You'll be cleaning up toxic waste and then you'll die. Tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved. We only wanted to make the world better. Better. Better never means better for everyone. I want to keep on living for her. Remember your scripture. Blessed are the meek. And blessed are those who suffer for the cause of righteousness. The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, saison 1 inédite. Donc, on entendait à la fin de l'extrait, un monde meilleur, ça ne veut pas forcément dire meilleur pour tout le monde. Voilà, c'est le sujet de notre table ronde de ce matin. Donc, à mes côtés pour en parler, Violaine de Philippis Abad. Tu es, je vous en prie, prenez vos micros. Tu es avocate, engagée pour les droits des femmes, chroniqueuse hebdo à l'Humanité. Tu as signé en 2023 chez Payot un premier ouvrage très remarqué, dont j'ai effacé le titre, je suis trop désolée, Classé sans suite, qui est normalement ils sont allumés, Classé sans suite, très important. Et tu viens de publier aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, récemment, La Résistance écarlate aux éditions Alary, où tu montres comment... Payot toujours. Hop. C'est pas grave.
Et le micro fonctionne, merci. Le masque peut-il sortir de cette salle? Non, mais c'est Manu, tu sabotes la table ronde. Non, je rigole. Excusez-moi. Bon, un premier livre génial qui est sorti en poche, classé sans suite. Très important, la base à lire. Et là, récemment, donc toujours chez Payot, La Résistance écarlate, où tu montres comment ces discours, justement, fragilisent les droits des femmes et des filles, jusque dans les institutions et les parcours judiciaires. Et tu appelles à une vigilance collective face à cette normalisation rampante. À ta droite, Pauline Ferrari. Vous êtes sûr que ça marche pas? Tu es journaliste indépendante, spécialiste des nouvelles technologies, des questions de genre et des cultures web. Tu écris pour la presse généraliste et spécialisée. Tu donnes des cours d'éducation aux médias et à l'information dans les collèges et lycées. Ça, c'est très important. Depuis plusieurs années, armée d'un courage incroyable, tu documentes les mouvements masculinistes et la montée du discours anti-féministe. Tu es l'autrice de Formée à la haine des femmes, paru en 2023, pareil, à lire absolument. Et tu es scénariste d'une série BD passionnante, mais déprimante, Comment devenir une tradwife en 10 leçons, illustrée par Clémence Perrault et publiée sur le compte génial de Matin, quel journal. Et à ta droite, mais je devrais dire à chaque fois à ta gauche, hein, même si c'était à la droite, c'est pas drôle, Bettina Zourli, qui est militante féministe, écologiste, antifasciste, autrice de plusieurs livres, dont Le temps du choix. Tu animes également un compte, mais qui a été rebaptisé, mais qui était Je ne veux pas d'enfants. Et tu viens de publier l'indispensable Notre corps, leur choix. Point d'interrogation. Donc voilà, toi, tu traites beaucoup de la question de la non-maternité et du contrôle du corps des femmes qui se situe au cœur de cette série. Et tu joues aussi un spectacle dont le titre ne laissera personne indifférent. Pourquoi j'ai invité mon agresseur à mon mariage? Tout un programme. Donc on va se poser la question, d'abord pour commencer, puisque le nom de la table ronde, c'est Aller simple pour Gilead. Est-ce qu'on est en route pour Gilead? Est-ce qu'on est déjà arrivé? Toi, Bettina, je vais commencer avec toi. Très récemment, tu as posté ceci, donc qui nous disait « La Servante écarlate n'a rien d'une fiction ». Et tu détailles ensuite, mais par exemple, le Tennessee propose d'instaurer la peine de mort pour les personnes ayant avorté. On n'est pas en 1950, on est en février 2026. Pourquoi ce poste et évidemment que t'évoque le thème de notre table ronde? Oui, c'est que effectivement, je pense que tout le monde est au courant ici. En tout cas, on le remarque bien qu'il y a un backlash. C'est un terme qu'on évoque souvent, mais donc gros retour de bâton autour des conquis sociaux en lien avec les droits sexuels et féministes de manière générale. Et ouais, en fait, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, j'avais oublié que c'est dans la bande-annonce, mais qu'en fait, il y a un épisode dans La Servante écarlate où quelqu'un demande à June, mais comment vous avez laissé faire ça? Et en fait, ce que je remarque, et même moi, je fais partie du problème, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on voit que ça arrive, on voit très bien cette vague énorme de vagues brunes, réactionnaires, fascistes, etc. Et qu'on lutte quand même d'une certaine manière, on est plein à être actifs et actives, mais en réalité, l'urgence, je pense on est tellement sidérés qu'on laisse passer des trucs qui sont des réelles dingueries. Donc, alors ça, c'est un peu une phrase putaclic, c'est qu'en fait, ils sont en train au Tennessee de mettre une personnalité morale sur les fœtus à naître. Et comme il y a la peine de mort au Tennessee, et du coup, si tu avortes, tu tues un être vivant, et donc tu peux être condamné à la peine de mort. C'est ça la réalité. Ils sont en train d'enlever les papiers d'identité et les permis de conduire aux personnes transgenres aussi dans plusieurs États des États-Unis. Et du coup, il y a ce truc vraiment de... Moi, le point de départ de ma réflexion, c'était de se dire, il faut qu'on sorte absolument, je pense, du déni, de se dire, alors, certes, on n'est pas aux États-Unis, ça c'est vrai. Première chose, on est quand même encore dans une démocratie qui est défaillante selon plein d'organismes des Nations Unies, etc. Mais on est encore en démocratie, mais il faut quand même sortir du déni et de la sidération pour passer à l'action. Et ce week-end du 8 mars est tout à fait l'occasion de dire il faut qu'on soit des vagues antifa, justement, et pro-féministes partout dans les rues. Enfin, vraiment de mener cette bataille absolument, parce qu'on n'est pas assez nombreuses, en fait. On est nombreuses, et ça le montre aussi aujourd'hui, mais pas assez en réalité. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus virulente, je pense. Pauline, en effet, sur cette phrase qu'on entend, comment avez-vous pu laisser ça arriver? Est-ce que selon toi, on est en train de laisser ça arriver?
Je pense que ça fait longtemps. Enfin, dans le sens où moi, je suis assez partisane de dire cette expression, on est aux portes du fascisme. Je pense qu'on a déjà les deux pieds dedans. Hein. Enfin, je veux dire qu'il s'agisse des États-Unis ou de la France à certains égards, ou dans d'autres pays, on va dire du Nord industrialisé. Là-dessus, je pense que on laisse déjà faire ça, et quand je dis on, c'est comme tu l'expliquais très bien, des états de sidération. Et moi, il y a une phrase que je trouve très pertinente à ce propos-là, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Steve Bannon. Steve Bannon, c'était l'idéologue d'extrême droite, bras droit de Trump pour sa première campagne, et il a une formule médiatique qui dit flood the zone with shit. Donc c'est littéralement inonder la zone de merde. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est balancer plein de décrets, de décisions, d'informations en fait flippantes, et voilà, qu'il se passe plein de choses pour que quand il se passe plein de choses comme ça, en fait, tu es en état de sidération, et donc tu n'as pas la possibilité d'agir et de te rassembler, parce que ça amène aussi à une profonde individualisation des personnes. Donc là-dessus, ouais, je pense qu'on est clairement dans flood the zone, quoi. Violaine, j'ai beaucoup aimé ton livre, mais ça m'a terrifiée, déprimée. C'est pas très vendeur de le dire, mais c'est important de lire des livres qui nous dépriment. Je voulais lire justement avec vous, alors je voulais afficher, mais je vais le lire, le tout début du livre. Donc, mesdames et messieurs les jurés, installez-vous, l'affaire est ouverte. Aujourd'hui, c'est l'humanité qu'on juge, pour défaillance aggravée envers ses citoyennes. Les témoins sont nombreux et, spoiler alerte, leurs déclarations ne vont pas dans le sens d'un acquittement. Les chefs d'accusation, partout dans le monde, le droit des femmes et des filles font l'objet de menaces grandissantes sans précédent. Discrimination croissante, protection juridique faible, diminution des ressources financières allouées aux programmes et institutions consacrés au soutien et à la protection des femmes. Ces mots ne sont pas ceux d'un clan de féministes hystériques en syndrome prémenstruel réunis sous la pleine lune, mais bien ceux des Nations Unies dans un communiqué officiel le 6 mars 2025. Donc il y a exactement 1 an. Bon, toi, tu as décidé d'appeler ton livre « La résistance écarlate ». Pourquoi ce titre ? Alors, je pense que ici, ça rappellera à toutes et à tous, bien sûr, la Servante écarlate. C'était un clin d'œil, évidemment. Pour celles et ceux qui connaîtraient pas la ref, je pense que ça peut aussi évoquer la couleur de la colère, écarlate. Donc voilà. En fait, j'ai commencé à écrire ce livre au moment des législatives du coup 2024, et ça m'a pris 1 an et demi à l'écrire, et il est paru effectivement en septembre. Et pourquoi je l'ai écrit ? Parce que je pense moi-même sortie d'une certaine forme de déni, qui est que je me suis rendu compte que dans mes proches, il y avait des personnes qui allaient voter pour l'extrême droite aux législatives. Et on pense toujours que quand même, dans une certaine mesure, notamment quand on est impliqué sur ces sujets de manière professionnelle, comme c'est notre cas, eh bien, nos proches, finalement, sont, je sais pas, ouverts à la discussion, nous disent finalement ce qu'ils ou elles pensent. Et ben, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai appris par l'intermédiaire de ma sœur, qu'une personne très proche dans notre famille, voilà, se questionnait sur le vote RN. Et quand j'en ai parlé à cette personne, j'ai entendu toutes les petites phrases qu'on entend. Peut-être vous les avez entendues maintenant autour de vous. Ah, mais c'est pas si dangereux pour les droits des femmes. On a déjà l'égalité dans les textes. Et puis on n'entend plus la gauche sur tout un nombre de sujets. Enfin voilà, les phrases qu'on entend tout le temps. Et en fait, en me retrouvant à argumenter et à récolter des informations à droite et à gauche pour prouver justement que les droits des femmes étaient menacés, même en France. Petit à petit m'est venue l'idée de ce livre pour finalement en faire à mon échelle. J'espère pouvoir participer un petit peu à la lutte en fournissant dans ce livre ce qui permet d'argumenter autour de nous pour des proches qui effectivement n'achèteront pas eux-mêmes ce livre, mais j'espère qu'il peut servir comme outil de combat, voilà, pour faire sortir des gens du déni. Et le gros point, mais on y reviendra peut-être en France, c'est qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas besoin de changer nos lois pour déjà être dans la régression, puisque les budgets alloués pour les droits des femmes, notamment pour la justice, mais pas que, sont tellement ridicules qu'aujourd'hui, quand une femme dépose plainte, par exemple, eh bien, elle n'est même pas assurée d'avoir une enquête, et ça peut être classé ensuite sans enquête. Alors, donc notre table ronde, là, on était plus sur l'aspect aller simple pour Gilead, mais c'est vrai que le gros mot, dans tous les sens du terme, qui apparaît, c'est celui de tradwife.
Et donc, je le disais, Pauline, tu as travaillé sur cette série « Comment devenir une tradwife en 10 leçons » avec Clémence Perrault aux illustrations, où justement vous rappelez comment dans ces vidéos sur Internet mises en scène pour les réseaux sociaux, ces tradwives vantent les mérites des rôles de genre traditionnels, à savoir les hommes au travail, les femmes à la cuisine. Ce sont des contenus lifestyle qui sont apparus sur YouTube aux États-Unis et en Angleterre il y a longtemps, vers 2015, et qui sont développés depuis sur Insta, sur TikTok, beaucoup aussi pendant le Covid. Est-ce que, donc là, bon, voilà, je vous laisse lire, évidemment, c'est le tout début de la série, c'est assez savoureux. Est-ce que tu peux d'abord poser le sujet? Qu'est-ce qu'une tradwife? Alors, on va poser les termes. Tradwife, c'est un mot valise qui veut dire traditional housewife, donc épouse, femme au foyer traditionnelle. Comme tu le disais très exactement, c'est en fait un courant, ou en tout cas des groupes d'influenceuses qui sont apparus en Angleterre et aux États-Unis au début des années 2010, puis très fortement en 2015 au moment de la campagne de Donald Trump. Ça a un lien, vous verrez. Et donc une tradwife, en soi, c'est une femme qui respecte, entre guillemets, les rôles traditionnels de genre. À la base, ce n'est que ça. Le mouvement des tradwives tel qu'il est présent en ligne et sur les réseaux sociaux, moi, je le définis comme des influenceuses qui jouent aux femmes au foyer. C'est du cosplay, en fait. Moi, je le vois vraiment comme ça, et je crois qu'on le dit dans la série avec Clémence à un moment donné, donc Clémence qui est aux illustrations, et qui m'a beaucoup aidée dans l'écriture aussi, c'est que, en fait, vous ne verrez jamais, si vous suivez un peu ces influenceuses en ligne, vous ne les verrez jamais faire des choses ingrates de la vie domestique. Et si potentiellement vous connaissez des femmes au foyer en fait dans votre entourage, ce ne sont, comment dire, leur quotidien ne ressemble pas à ceux des tradwives. C'est-à-dire elles ne passent pas leur journée, je sais pas, à fabriquer du pain maison dans des grandes robes blanches sans jamais se salir. Et si en plus elles ont des enfants, et notamment des enfants en bas âge à la maison, en fait leurs enfants ils vivent, ils crient, ils vomissent, ils ont une vie d'enfant quoi. Et voilà. Et donc du coup on les voit jamais récurer les toilettes, on les voit jamais faire des tâches ingrates de la vie domestique. Et donc en fait c'est une esthétisation de la vie au foyer qui est une forme, à mon sens aussi, de soft porn pour les hommes. Et en même temps, une esthétisation et une glamourisation du rôle de la femme au foyer pour les femmes. Donc, c'est un double objectif lifestyle. Dans la série, tu as ce personnage donc, de Vanessa qui tombe sur ces contenus et on va très vite, évidemment, il faut que vous alliez la lire, la série. Donc il y a 10 leçons. D'abord, l'apparence, ensuite romantiser sa vie, se préparer à la guerre culturelle, avoir la foi, être soumise à un art de vivre, transformer le travail en TikTok money, le travail gratuit en TikTok money, c'est un peu ce que tu disais, éduquer ses enfants devant et derrière la caméra, rester au foyer et éviter l'anxiété du monde, et à la fin vous posez la question, être ou ne pas être une tradwife. Et moi il y a cet épisode qui vraiment m'a fait froid dans le dos, le tuto numéro 3, donc se préparer à la guerre culturelle. Et donc vous le voyez, peut-être que tu peux d'ailleurs nous le dire, qu'est-ce qui se passe en fait dans cet épisode? Alors, dans cet épisode, il faut savoir que ce personnage-là a été pensé comme un mix entre Thaïs Descuffon et Alice Cordier. Non, mais je le dis, il faut que ce soit clair. J'ai envoyé à la dessinatrice une photo notamment d'Alice Cordier où elle est avec un grand fusil et un t-shirt de Jeanne d'Arc. Voilà. Oui, tu peux l'enregistrer, ça. Il n'y a pas de souci. J'ai aucun souci. C'est pas pour ça, je vérifie que ça tournait. Avec ça. Et donc, il y a une militante, on va dire, tradwife, fémo-nationaliste d'extrême droite états-unienne qui s'appelle Lauren Southern. Et qui dit notamment que à cause du féminisme, les femmes elles travailleraient de 9h à 17h et puisqu'elles sont tristes et célibataires avec leur chat, elles passeraient leur soirée à picoler du pinard et elles auraient les ovaires, alors j'ai pas envie de dire des bêtises mais il me semble que des ovaires aussi secs que des pruneaux. Je crois que c'était ça l'expression, ça te dit quelque chose? Ok. Et bien sûr dans une perspective anti-avortement, etc. quoi. Et Lauren Southern, ce qui est intéressant, c'est que depuis, elle en est revenue en fait de cette idéologie-là.
Et elle fait partie de ces tradwives qui se sont, entre guillemets, déradicalisées, notamment, et c'est ce qu'on montre dans un des épisodes, parce qu'elles ont vécu des violences conjugales, et notamment des violences économiques aussi. Parce que, en fait, elle est soumise à son mari, c'est aussi ne pas avoir de compte en banque propre, ne pas pouvoir, en fait, dépendre entièrement de quelqu'un d'autre. Et donc avoir beaucoup moins de possibilités sociales, économiques de fuir en cas de violence. Ce qui est passionnant dans cet épisode, mais globalement, c'est que vraiment tu montres comment cet imaginaire rétro, a priori feel good, peut fonctionner comme un cheval de Troie idéologique. Et il se trouve, Violaine, que toi, dans ton livre, tu as un chapitre qui s'appelle « Les fémonationalistes, cheval de Troie des identitaires ». Qu'est-ce que ça t'évoque quand tu vois ces extraits de la série de Pauline ? Je trouve que c'est flippant d'abord. C'est sûr que et malheureusement c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement le patriarcat prend des allures, en tout cas même est incarné par des femmes qui arrive à convaincre d'autres femmes des arguments du patriarcat sous couvert d'être d'avoir l'air gentille, d'avoir l'air douce et du coup forcément portée par ces visages-là qui sont beaucoup moins menaçants que certains masculinistes, ça peut convaincre d'autres femmes et ça me semble particulièrement dangereux et de manière politisée. On le voit bien sûr dans les partis d'extrême droite avec la figure actuelle de Sarah Knafo, qui permet à Éric Zemmour d'avoir une seconde vie beaucoup plus lisse. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo promotionnelle pour sa campagne pour Paris. Avec de l'IA. Ah oui, avec de l'IA. Voilà. Au début, j'ai cru que c'était un fake. Non, c'est... Ouais. Si vous l'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir parce que en fait, j'arrive pas à mettre de mots. Toi qui l'as vu, tu la décrirais comment? Parce que j'ai envie de crever là. Ouais. J'étais sous le choc en fait. Je me suis dit mais c'est pas possible. C'est vraiment prendre les électrices et les électeurs pour des débiles en fait. Pour moi, c'est du rage bait. Rage bait, c'est vraiment, vous savez, les vidéos sur Internet qui sont faites exprès pour nous énerver, hein, et parce que c'est faux et c'est nul, et on a envie du coup de t'engager avec. Et en fait, cette vidéo, c'est une meuf qui se balade dans la rue, et en fait, elle se fait agresser. Alors tout est en IA. Bon bref. Voilà, et en fait les lampadaires sont connectés et ils ont été entraînés je sais pas combien de fois au cri des femmes qui se font agresser dans la rue. C'est pas la même que j'ai vue, mais du coup je t'en parlerai après. Ah, c'est pas la même. Mais vas-y, okay. C'est une autre. Et du coup cette vidéo là, tu vois une femme qui hurle et les lampadaires projettent de la lumière en mode l'agresseur il s'arrête et la première patrouille de police arrive et je suis en mode qu'est-ce ma belle, genre qu'est-ce c'est passé, enfin. Voilà, mais en plus c'est de l'IA. Je pense qu'elle a tué 4 bébés pandas rien que pour cette vidéo et genre je suis très anti. Apparemment c'est une habituée de l'IA parce que la vidéo dont je vous parlais, c'est une vidéo où on voit une femme se promener dans Paris et il y a eu des paroles qui disent Paris était triste, Paris était sordide, heureusement Sarah arrive et elle a une robe, alors je crois qu'elle est en jaune aussi et tout devient merveilleux et avec beau, de l'IA du coup. Oui, avec de l'IA aussi. Donc dans la continuité de ce que tu. Ouais, c'est un truc qui n'existe pas quoi. Non. En plus, mais nous, ça nous énerve, mais il faut croire qu'il y a des personnes que ça peut convaincre. C'est ça qui est aussi inquiétant en termes de bataille culturelle. Toi, Bettina, bon là, je vous spoil pas toute la série, mais donc on le disait, il y a tout un épisode sur la maternité, le devant, derrière l'écran, parce que tu le rappelais, des enfants... Ça a des fluides divers et variés. Ça tache les robes blanches, ça gâche le brushing, etc. Bettina, derrière justement ces images de maternité heureuse, choisie, épanouie, quelles injonctions tu observes? Des injonctions implicites? Ouais, je pense qu'il y en a un paquet, ça pourrait durer longtemps, mais pour faire simple et rapide, c'est que premièrement, il y a évidemment l'idée que féminité égale maternité encore et toujours, et qu'une femme accomplie est forcément quelqu'un qui a des enfants et qui s'en occupe. Mais alors ça, moi, je trouve ça souhaitable, hein, que si on a des enfants, on ait le temps de s'en occuper. Hein, donc les féministes, on n'est pas contre ça, a priori. Comment ça? Qu'on voulait tous les tuer. Et il y a aussi effectivement l'idée de sacrifice, je dirais aussi. Enfin, il y a quand même, en fait, ce qui moi me choque beaucoup, c'est que ces discours-là, ils occultent, mais tu en as parlé un tout petit peu plus tôt, toute le panel de violence que provoque l'entrée en maternité. Et encore une fois, dire ça veut pas dire être anti-enfant ou anti-famille, ça veut juste dire mettre en lumière ces problématiques pour éviter qu'elles continuent d'arriver. Donc il faut savoir que l'arrivée d'un premier enfant pour une femme, c'est une source de 30% d'appauvrissement
alors que c'est pas du tout le cas pour les hommes. D'ailleurs, il y a eu plusieurs études qui datent un peu, donc je sais pas si c'est toujours aussi vrai. Je me demande, mais en tout cas, il y a 15 ans encore, un homme qui avait, plus un homme a d'enfants, plus il s'enrichit, et c'est l'inverse pour les femmes. On sait que l'annonce d'une grossesse, c'est aussi un moment d'arrivée, des violences conjugales notamment. Il y a aussi tout ce qui touche autour de des violences économiques, du fait que plus t'as d'enfants, plus tu passes soit à temps partiel, soit tu t'arrêtes parce que t'as envie de t'occuper de tes enfants, ce qui paraît normal. Mais grâce au capitalisme, il faut... J'ai vraiment dit grâce au capitalisme. C'était ironique, hein. Il faut évidemment payer plein d'autres trucs, et donc ton mari travaille, et en fait tu deviens dépendante de lui, donc tu n'as plus de libre arbitre, et le moment où tu as envie de partir parce que soit tu l'aimes plus, soit il te tape dessus, ce qui peut arriver, et tu peux pas le faire. Enfin bref, il y a vraiment tout un panel de problématiques qui sont absolument occultées, et moi je sais que je commente beaucoup les vidéos de Tradwife sur Instagram pour essayer de discuter avec elles, et en fait elles sont dans un déni mais total, c'est-à-dire que pour elles sont là en mode on ne se séparera jamais, ça n'arrivera, de toute façon c'est l'amour coûte que coûte. Alors c'est souvent des personnes très croyantes, donc il y a aussi cette idée de sacrifice permanent, de toute façon on reste ensemble toute la vie, donc c'est aussi pour ça qu'elles sont hyper critiques de nous féministes en mode du libre choix et de pouvoir partir si tu n'aimes plus quelqu'un. Donc c'est évident, en fait c'est juste on n'est pas du tout sur la même notion de qu'est-ce qui est normal ou qu'est-ce qui est souhaitable dans la vie, donc forcément voilà. Et ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que nous on était pour moi je suis pour évidemment les femmes au foyer si elles le souhaitent, mais je suis pour qu'elles soient pas que ce soit pas une source de violence premièrement, ou de dépendance économique. Donc il y a toute la question du salaire ménager qui peut se poser, qui a été beaucoup posée par les féministes marxistes notamment. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait qui rentrent en ligne de compte, mais elles simplifient les discours à outrance, c'est insupportable. Je me rends compte, je vous prie de m'excuser, on n'a pas vos livres, je crois que toi tu as le tien, je voulais les montrer. Bon, évidemment, ils sont tous les trois disponibles ici. Donc toi, quand même un mot, parce qu'on est au Pop Women Festival, donc on part du principe que vous êtes déjà très éduqués, mais pourquoi ce titre ? Est-ce que tu peux nous dire, donc, notre corps, leur choix pour notre Oui, en gros, c'est une ref à Nick Fuentes, influenceur d'extrême droite suivi par plusieurs... Elle a envie de crever, Pauline, encore. Désolée. Ouais, en gros, c'était au lendemain de la seconde investiture de Trump. Il avait sorti une vidéo sur ses réseaux sociaux où il est mort de rire en disant « Ah ah ah, c'est génial, Donald Trump est revenu au pouvoir et Your body, my choice forever ». Et après, il il détaille plein de trucs, mais donc votre corps, mon choix, en disant maintenant que Trump est de retour, on va enfin pouvoir faire passer plein de décrets. Donc dans la suite de l'annulation du décret Roe v. Wade pour l'avortement, contre l'avortement du coup. Et effectivement, c'est ça qui se passe, c'est vraiment un détricotage méticuleux qui est encouragé par les plus hautes instances, et du coup le fait que, le titre c'est vraiment une référence au fait que l'antiféminisme c'est devenu complètement banalisé, et que faire des menaces comme ça à haute voix, il n'y a plus aucun problème. Et je pense qu'on est aussi plein de militantes à le voir. Moi je trouve que le discours menaçant il est exacerbé même à notre échelle. Moi j'ai reçu des courriers chez moi, il y a quand même des trucs où on essaye de nous maintenir dans de la peur, quoi. Donc voilà. En février 2025, le Conseil économique, social et environnemental décrétait qu'on assiste à une érosion méthodique des acquis féministes. Toi, tu en parles beaucoup, évidemment. Tu as un chapitre aussi qui s'appelle « Le grand retour des utérus patriotes ». Violaine, comment ces discours se traduisent-ils juridiquement, institutionnellement ? Dans la vie de tous les jours, ou peut-être aussi... dans la vie de tous les jours, c'est les sous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, comme je disais tout à l'heure, de changer les lois pour faire régresser nos droits, ou en tout cas les attaquer, essayer de les faire régresser. Et je vous donnais l'exemple du fait que quand vous déposez plainte aujourd'hui, dans nos textes français, il n'y a pas d'obligation pour les parquets de décider d'ouvrir une enquête. C'est-à-dire qu'ils peuvent classer sans enquête. Et ça, certes, c'est pas marqué dans une loi. Je veux dire, c'est un peu souterrain. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que quand on dépose plainte, il y a forcément des actes d'investigation. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et non seulement c'est pas le cas, mais quand il y en a, ils se déclenchent souvent de manière assez lente, et ils sont très peu fournis. Alors qu'en Espagne, nos voisins, eux, quand vous déposez une plainte, et j'étais avec une consoeur espagnole il n'y a pas plus tard que 10 jours, parce que je travaille sur une comparaison France-Espagne pour un documentaire, bref, elle me réexpliquait que sur le terrain, une femme dépose plainte, l'enquête va s'ouvrir sous quelques jours, au maximum une semaine, et les investigations vont être menées dans les semaines qui suivent. Le seul point d'amélioration chez eux, dont elle me faisait état, c'est que, un des points d'amélioration, c'est que la date d'audiencement ensuite est très lente.
plainte, donc on peut attendre 2 ans. Mais nous, en France, les gens déposent plainte, enfin les femmes en l'occurrence pour violence, et eh bien l'enquête ne s'ouvre pas. Et ça, ou alors, cas exceptionnel. On va dire que j'ai déjà vu des enquêtes s'ouvrir rapidement. Par exemple, l'an dernier, j'ai défendu une femme pour diffusion contre son consentement de vidéos à caractère sexuel prises à son insu en plus. L'enquête, elle a été ouverte moins de 2 semaines après la plainte et on a eu une audience en 6 mois. Mais ça, c'est l'exception en fait. Sinon, toutes les plaintes qui s'entassent et qui sont investiguées des années après, où les victimes ensuite, elles sont en dépression parce que ça aggrave leur trauma de pas être tenues au courant, ça, c'est un exemple très concret qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'argent pour en fait faire appliquer les droits. Donc en fait, je crois que ce qu'on peut dire à quelqu'un qui va vous dire non mais ça va, l'égalité elle est pas en danger avec le RN, de toute façon vous avez tout dans les textes. Vous avez déjà l'égalité. C'est de dire, mais oui, on a l'égalité dans les textes. Sauf que perso, je vais pas faire des cale-portes avec les codes civils, etc. Donc, en fait, s'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas une politique publique qui choisit d'investir de l'argent pour faire appliquer ces textes, eh bien, du coup, ils sont pas appliqués. Et juste en 2 phrases pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'injonction à la maternité, etc. Que fait le RN dans ses fascicules des dernières législatives et présidentielles 2024-2022 Je crois que c'est dans le fascicule famille, mais bon, je suis plus exactement certaine. Mais en tout cas, c'est certain qu'il y a une proposition qui consiste à promettre jusqu'à 100 000 € de dons aux couples dont au moins l'un des deux est français, qui feront jusqu'à combien d'enfants selon vous avant 30 ans ? 10. Alors pas 10. 5. Non, tu dois nous dire moins. Ouais. Plus. Moins. 3, ouais. Et ça, c'est pas un sketch. Ils ont vraiment ça dans leur fascicule. Donc c'est marqué. C'est tentant. Hein. Si vous commencez à faire des enfants avant 30 ans, au départ, vous aurez un crédit à taux zéro pour pouvoir acheter votre résidence principale. Et si vous arrivez à 3, le crédit se transforme en don, ce qui est absolument infinançable en plus, c'est quand même en démago. Mais voilà. Et c'est un peu passé sous les radars, ce truc. Moi, ça me fait bondir à chaque fois. À voir s'ils le gardent pour 2027. Là, on parle du Rassemblement national, mais toi, Bettina, tu écris dans ton livre que donc dans tout ce contexte, l'appel à un réarmement démographique d'Emmanuel Macron et plus récemment encore à la nécessité d'accepter de perdre nos enfants à la guerre doit nous alerter. On va s'épargner le débat. Notre gouvernement est-il d'extrême droite ? Mais tout ça pour dire qu'on n'a même plus besoin d'aller du côté du RN pour déjà avoir, excusez-moi l'expression de jeune, des dingueries. J'avais pas d'autres mots qui me viennent. Mais oui, je suis ringarde. J'ai passé les 30 ans, je peux plus faire le don et tout. Là, c'est trop tard. Et voilà, ça m'a fait perdre. Oui. Non, en fait, là, je voulais vous faire réagir Bettina, Pauline aussi. Pauline, donc toi, tu es spécialiste du masculinisme. Oui. Comment tout notre sujet, parce que là, on se focus sur les femmes. Les tradwives, etc. Mais comment est-ce qu'en fait c'est en miroir de tout cet autre problème ? Est-ce que là, justement, le retour des utérus patriotes, le réarmement démographique, perdre nos enfants à la guerre, etc. En fait, est-ce qu'on vit déjà dans un micro-Gilead ? En tout cas, moi, le travail que j'ai fait dans ce petit livre, c'était de mettre conjointement, de faire une analyse croisée entre plusieurs éléments, à savoir le fait que le Rassemblement national est effectivement partout dans nos institutions, donc que ce soit en France, à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, et qu'en fait, ils votent dinguerie sur dinguerie, effectivement, tout en disant qu'ils sont pour les droits des femmes. En fait, il suffit juste d'aller regarder tous leurs votes, tous les votes de Bardella au Parlement européen, c'est contre, ils votent contre les droits des femmes, ou alors il vient pas. Bardet, pas là, n'est-ce pas ? J'adore cette rêve sur les réseaux sociaux, c'est trop bien. Donc d'analyser le RN qui est présent, les machos 2.0, donc les masculinistes, l'obsession nataliste et l'obsession migratoire. En fait, tout ça, ça marche ensemble, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de recréer tout un discours biologisant qu'on avait un peu laissé tomber, enfin, que l'extrême droite avait laissé tomber, puisque c'était Jean-Marie Le Pen surtout, avec cette idée de supériorité des races, de hiérarchie. Ça ne se dit plus, c'est-à-dire Marine Le Pen, quand elle est arrivée, elle a laissé tomber, elle a parlé de différences culturelles et civilisationnelles. Mais en réalité, c'était le même fond. Et qu'aujourd'hui, il y a l'idée il faut refaire des enfants parce qu'il faut se défendre, nous, femmes blanches. Je mets des guillemets parce que je me suis pas... Bref, on a beaucoup à avoir des origines non blanches quand même, donc voilà. Donc ce truc de refaire des enfants de race blanche, de souche européenne et idéalement catholique. Pour ça, c'est les propos de Pierre-Édouard Sterrin, millionnaire qui est hyper raciste et tout. Et pour se battre contre l'envahisseur extérieur qui est donc l'immigré extra-européen, etc. quoi. Donc il y a vraiment tout ce truc-là qui est nourri abondamment parce que tu as beaucoup décrypté les masculinistes qui sont vraiment dans cette idée qu'il y a une complémentarité biologique des sexes. Et ça, en fait, moi, j'ai l'impression de m'époumoner en permanence en disant il n'y a
aucun fait biologique, scientifique qui prouve que les filles aiment le rose et les garçons le bleu, qu'on est plus doué pour le soin. Chaque étude montre le contraire. En fait, quelqu'un qui a des gamètes dites masculines, s'il est près d'un bébé de manière prolongée, il va avoir des changements hormonaux qui lui permettent de s'attacher et de prendre soin d'un bébé. C'est trop bien, non? Enfin bref, du coup, c'est vraiment tout ça ensemble, et notamment les masculinistes, ils sont fêlés là-dessus, en fait. C'est insupportable, quoi. Ouais, et puis sur les masculins, en fait, il faut pas trop s'étonner que les masculins ils aillent du côté de l'extrême droite, et que l'extrême droite aussi, moi je le dis depuis un moment, mais l'extrême droite utilise les argumentaires liés au genre. Et quand je dis au genre, c'est large, c'est-à-dire sur les droits des femmes, sur la sexualité, sur la séduction, sur la parentalité, sur les droits LGBTQ+, avec une diabolisation au max, notamment des personnes trans, pour aller recruter des jeunes hommes on va dire aux sensibilités masculinistes, pour les inciter à voter du côté de l'extrême droite. C'est pas pour rien que Zemmour est, on va dire, un gimmick sur le forum 1825 de jeuxvideo.com, quoi. Voilà. Donc là-dessus, ce qui est assez intéressant, c'est que les incels, notamment, donc il y a une sous-communauté masculiniste de jeunes hommes vierges ou qui n'ont pas accès à la sexualité, théorisent depuis très longtemps le fait de mettre en place des lois, comme quoi on y revient, un peu Servante écarlate style, où en gros, puisque eux n'ont pas accès à la sexualité, c'est à cause des femmes parce qu'elles sont méchantes et manipulatrices et vénales, etc. En fait, la sexualité hétérosexuelle, le coït devrait être un droit et un dû. Et donc, pourquoi ne pas utiliser les femmes, je les cite, inutiles de la société, c'est-à-dire les femmes en prison, les femmes SDF, les femmes en situation de handicap. D'accord ? Je vous parle de ça, mon enquête, elle date d'il y a 3 ans, c'est il y a longtemps, mais il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord ? La mentalité masculiniste, elle est sur un contrôle des corps fascisant. Et elle est sur une instrumentalisation du corps des plus vulnérables, et notamment du corps des femmes. Et c'est pour ça que je pense que la métaphore avec la Servante écarlate fait sens aussi. C'est que dans la Servante écarlate, si vous avez vu la série, vous avez lu le bouquin, il y a plusieurs catégories qui se classent en fonction aussi de la classe sociale. Et ça, je pense que c'est intéressant à dire parce qu'il n'y a pas que cette question du genre, il faut toujours penser en termes d'intersectionnalité. C'est-à-dire que, par exemple, je suis en train de lire La Servante écarlate, en plus j'étais pas trop fait exprès pour cette conf, mais il s'avère que voilà. Et notamment, il y a une catégorie qui s'appelle les éconos dans La Servante écarlate, où en fait, c'est des femmes qui sont, en fait, elles ont tous les rôles. C'est-à-dire, elles sont à la fois des ventres porteurs comme June, elles sont à la fois des épouses, mais elles sont aussi des martes, donc des travailleuses, en gros des servantes. Et elles ont les 3, donc triple peine. C'est qu'elles doivent enfanter et en même temps continuer à travailler, servir leur mari, etc. Et toutes les épouses, en gros, dans La Servante écarlate, qui sont protégées, ce sont des femmes blanches, bourgeoises, de classe supérieure. Et donc, ça rejoint vite fait le truc des tradwives parce que je pense que c'est un truc important à dire et c'est peut-être le truc que j'ai envie de dire pour cette conf, c'est qu'il ne faut pas penser que les fémonationalistes, les némésis, les tradwives, etc., c'est des petites connes. C'est genre des meufs qui savent pas trop ce qu'elles font et elles se sont fait un peu laver le cerveau par l'extrême droite. Elles savent ce qu'elles font. C'est politique. C'est politique. Et... c'est politique et elles savent très très bien ce qu'elles font et je pense qu'il faut qu'on sorte parfois de notre propre misogynie intériorisée de dire en fait elles savent pas trop, peut-être qu'on peut arriver à les convaincre. Non, c'est des fachos. Et parce qu'elles sont assez... Non mais c'est vrai. Et leur genre, en fait, elles sont persuadées que en jouant le jeu du patriarcat, elles vont réussir à se protéger de ce qui pourrait les atteindre. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une super autrice américaine qui s'appelle Andrea Dworkin, qui a beaucoup travaillé sur les femmes de droite et d'extrême droite dans les années 80 aux États-Unis. Je vous invite à la lire, la meuf est brillante. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça reste des fachos, voilà, il faut pas l'oublier. Merci beaucoup. Violaine, tu écris cette phrase qui résume quand même un peu tout. Nos forces autrefois mobilisées pour conquérir de nouveaux droits sont désormais captées par la nécessité de défendre les acquis. Est-ce que c'est ça, en l'occurrence, le nouveau backlash, quand tu parles de nouveau backlash, et est-ce que tout ce que vient de dire Pauline résonne avec ce nouveau backlash ? Est-ce que c'est aussi le fait d'avoir des femmes en face de nous ?
Oui, d'ailleurs, on parle de backlash depuis tout à l'heure, mais je pense que pour beaucoup, vous savez qui est à l'origine du concept du terme backlash. Donc, c'est Suzanne Faludi, qui est toujours journaliste, qui a sorti un livre qui s'appelle Backlash en 1991. Et elle avait fait une enquête absolument incroyable et hyper détaillée dans les années 80 aux États-Unis sur la remontée réactionnaire anti-droit des femmes post-années 70. Donc, après la vague d'émancipation des années 70 ayant permis l'avortement, etc. Et dans une revue féministe qui date de 2019 ou 2020, la journaliste lui pose la question: est-ce que vous pensez qu'on est face à un nouveau backlash? Et on est quand même maintenant, il y a 6 ans. Et elle dit oui, je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher très loin pour voir les indices. Et elle indique qu'elle pense qu'il sera encore plus féroce, notamment du fait des médias qu'il y a aujourd'hui avec les réseaux sociaux. À l'époque, le monde médiatique, journalistique était quand même un peu plus contrôlé. Donc oui, aujourd'hui, on est complètement dans un nouveau backlash. Il y a aussi plusieurs organisations qui le disent. Donc, il y a l'ONU, il y a Oxfam, il y a Amnesty International. C'est un constat qui est vraiment partagé. Et il y a même le Parlement qui a lancé une mission parlementaire sur les risques du backlash qui s'est ouverte en septembre 2025. Donc, c'est une réalité qu'aujourd'hui, les droits des femmes sont menacés, évidemment à différents degrés selon les zones géographiques dans le monde. Et comment ne pas penser aux Iraniennes en ce moment qui vivent bien sûr l'enfer. Néanmoins, un des arguments des masculinistes, ce que j'appelle le relativisme patriarcal, en fait, qui consiste à tirer tout le monde vers le bas en disant regardez là-bas, c'est inhumain et c'est pire, de quoi vous vous plaignez. Donc c'était aussi un peu l'objet de mon livre. C'était de démontrer que, bien sûr, les situations ne sont pas comparables, mais en fait, on devrait essayer de tirer tout le monde vers plus d'égalité, plutôt que d'aller dans ce sens argumentaire qui, en fait, vise juste à nous faire taire. Puisque je pense qu'on vous l'a déjà dit aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une féministe s'exprime, on va lui dire si t'es pas contente, va en Afghanistan. Alors moi, il y a Geoffroy Lejeune un jour qui a dit sur CNews qu'il rêvait de me parachuter au Pakistan sans voile pour voir combien de temps je tiendrais avec mes pancartes. C'était il y a peut-être 2-3 ans et j'étais cyberharcelée en masse pendant des mois après. Ça a été l'enfer. Tout ça parce que j'avais dit que la culture judéo-chrétienne était sexiste et qu'on n'avait pas attendu les vagues d'immigration pour être tués. Voilà, ce qui n'avait pas plu à l'extrême droite. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai toujours envie de crever. Non, vas-y. Pas de changement, pardon. Bettina, toi qui justement travailles de notre côté à toutes, pour la liberté de choix en fait, de maternité, non maternité, etc. Est-ce que tu fais face à des femmes qui te sont hostiles? Oui, quand même. Alors, c'est marrant parce que du coup, il y a 2 jours, j'étais sur le plateau de C'est ce soir pour débunker les mythes autour de l'instinct maternel. Et il y a eu une petite capsule qui a été publiée sur l'Instagram de C'est ce soir. Et j'ai pu me confronter à nouveau. Du coup, comme c'est pas dans mon cercle habituel, j'ai vu à quel point j'avais dit apparemment quelque chose d'horrible, qui était que du coup tous les êtres humains, comme je disais tout à l'heure, sont dotés de la capacité de s'attacher et de prendre soin d'un être vivant comme un bébé. Et que du coup il y a vraiment ce truc, je pense qu'il y a j'ai plus du tout la ref, mais il me semble avoir déjà lu une autrice féministe qui avait théorisé ça, l'idée que comme depuis des millénaires on nous a forcé à être compétentes qu'à un seul endroit qui est le lieu du foyer, et qu'en fait on a dit de toute façon les femmes c'est dans le privé, les hommes dans le public, le politique, et que nous on n'a pas pu y aller jusqu'à très récemment. Même le fait qu'on ait accès aux études, au salariat, c'est quand même à l'échelle de l'humanité, c'était hier quoi. Que du coup on en fait une chasse gardée aussi, et qu'il y a aussi vachement ce truc de dire on ne veut pas admettre que potentiellement aujourd'hui le fait que je sais pas, l'Espagne a mis 16 semaines de congé parental égal pour chaque parent, coparent et peu importe le genre de la personne, et je pense qu'il y a des personnes qui le voient comme une attaque envers elle, parce que je pense que c'est peut-être qu'on se perd aussi à se dire mais du coup qu'est-ce que je vais faire d'autre. Mais même moi je fais une corrélation avec les gens quand tu leur dis peut-être on pourrait travailler moins. Il y a moi j'ai dans mes potes des gens qui disent mais je vais faire quoi si je travaille pas. Mais t'es là alors il y a plein d'autres trucs à faire, je sais pas. Mais il y a vraiment ce truc dont on a tellement on a intérioriser vraiment le patriarcat, le capitalisme tellement puissamment qu'en fait c'est vraiment des choses à détricoter à fond. Et donc bien sûr, moi je le vois bien. Alors la plupart des insultes, quand même 95% c'est des hommes, on va quand même pas mais effectivement je pense qu'il faut pas nier, comme tu l'as dit Pauline très bien, les fachos, les femmes fachos, némésis, tout ça, elles sont là et elles sont hyper vénères et elles sont d'une violence qui est vraiment inouïe. Elles se prennent en photo avec des armes, c'est elles qui tentent des guet-apens pour les antifas. Il y a quand
même un truc elles sont vraiment pas gentilles du tout, quoi. Enfin, c'est pas parce que, enfin, le truc du genre sur la guerre, c'est que les hommes qui la font. Je pense qu'il faut vraiment qu'on le dépasse aussi. Ouais, ça c'est clair. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très bien mis en scène dans La Servante écarlate. Les femmes, il y a des personnages féminins terrifiants. Et il y a donc ce biais-là, évidemment, à défaire du genre féminin qui serait plus doux, plus sympa, mais aussi de l'âge, parce que là, tout ce dont on se parle, ça ne concerne pas les générations de croutons. Tous les... Et de croutonnes. J'ai pas dit crouton, il est satisfaisant ce mot. Croûte. Excusez-moi, je fais de la SMR. Pâté en croûte. Pour arrondir mes fins de mois. Croûte. N'importe quoi. Vraiment, je vous prie de m'excuser. Même pas midi encore. En fait, j'essaie de mettre des petits moments ridicules pour alléger l'atmosphère. Non, mais donc justement, tous les données, à chaque fois factuelles, les études qui sont menées par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, etc., nous prouvent qu'on n'est pas de plus en plus progressiste au fur et à mesure de la dégénération, et que justement, ces discours sont très séduisants auprès des jeunes. Alors, des jeunes garçons, évidemment, avec les masculinistes, mais les tradwives, il y a aussi des toutes jeunes tradwives. Comment toutes les trois vous expliquez que tout cela peut attirer justement des jeunes filles et garçons ? Tout cet imaginaire. Je vais essayer de le tenter. Comme je travaille avec des jeunes, je fais de l'éducation média à l'information avec des collèges et lycées. Le fait que le masculinisme, ça séduit les jeunes garçons, moi je suis pas étonnée par ça, dans le sens où il faut pas oublier quand même que l'adolescence c'est une période de merde et que non mais c'est vrai. Et en fait, il y a aussi ce besoin à la fois d'adhésion à un groupe. De chercher, trouver une forme d'identité, de potentiellement être un peu subversif, un peu rebelle, etc. Il ne faut pas oublier que l'espace médiatique des adolescents est en partie constitué par les réseaux sociaux, parce que je ne suis pas de l'école de dire c'est la faute au grand méchant Internet. Ça participe, mais c'est pas que ça, quoi. Et du coup, chez les jeunes garçons, il y a une volonté, en gros, de... en tout cas, essayer de trouver leur communauté, de se sentir moins seul, face à des questionnements existentiels de est-ce que je vais avoir confiance en moi, trouver l'amour, etc. On a un mec musclé qui dit suis ma formation et tu seras super riche et heureux. Donc eux, ils y croient, mais normal en fait. Enfin voilà. Et chez les jeunes filles, moi c'est ça qui m'a peut-être le plus terrifiée ces dernières années, c'est que autant sur certains trucs, j'ai la sensation que y a des acquis que moi je n'avais pas quand j'avais leur âge, quand j'étais ado, c'est-à-dire sur la question du consentement, par exemple, c'est un terme qui est rentré en fait aussi dans leur vocabulaire, dans leur conception des relations, etc. Par contre, il y a d'autres choses sur notamment les cyberviolences. Le fait que, parfaitement normal que ta partenaire fouille ton téléphone, te géolocalise en permanence, puisse t'envoyer des messages jour et nuit, ça, aucun souci. Et chez les jeunes filles, je sens aussi que en fait, on vit dans un monde tellement terrifiant pour les jeunes, de manière générale, où le marché de l'emploi, il est compliqué, faire des études, c'est compliqué, la planète, elle est en train de cramer. En fait, je comprends la facilité de se dire, en fait, peut-être qu'en restant à la maison, ce sera plus simple. C'est Andrea Dworkin, notamment, elle parle de chez ces femmes de droite, de créer son monde idéal au sein du foyer, le monde qu'on ne peut pas voir à l'extérieur. Et je trouve que ça fait du sens, en fait. Et aussi pour ces jeunes filles-là, de dire, aussi selon parfois des préceptes religieux, idéologiques, pour suivre une ligne familiale, etc., de se dire, en fait, peut-être que c'est là ma place. Et c'est peut-être là où je vais pouvoir, moi, m'épanouir. Et voilà, tout simplement. Mais en fait, c'est compréhensible aussi au vu de la situation actuelle, quoi. Quand je peux mettre juste une petite... c'est exactement ce que j'allais dire aussi pour les femmes, et je fais une petite ref à Azilise Lecor, que je pense vous connaissez, journaliste au JDD et autres, d'extrême droite, hyper catho et tout. Dans son dernier livre, L'enfant et l'avenir de l'homme, que j'ai lu en entier, c'était un enfer total. Donc déjà, elle est à charge contre les femmes qui font pas d'enfants, on est habité par des pulsions de mort, bref, tout ça, je vous le passe. Mais son argument principal, c'est de cultiver l'oïkophilie, donc oïko pour foyer, et de dire qu'en fait, si les gens ne font plus d'enfants, c'est parce qu'ils cultivent pas ça, et qu'en fait il suffit juste d'avoir une jolie maison et de mettre des fleurs dedans, et qu'en fait on a trop envie de faire des enfants. Mais vraiment les pages, je les lisais, j'étais en train de chialer, en train de rire, j'étais là mais elle se fout de notre gueule en fait. Il y a vraiment ce truc de l'extrême droite, ils sont plein d'auteurs et d'autrices à dire ça. Ouais. Jean Birnbaum fait la même chose avec les enfants sans
sauver la planète. Enfin, je sais plus le titre de son livre, mais bon, c'est en gros, ils sont tous en mode c'est génial de faire des enfants parce qu'en fait, ça crée des foyers trop heureux. Et puis les cris d'enfants, c'est vraiment la chose la plus joyeuse du monde. Jamais ils ne parlent de politique publique, jamais ils ne parlent du droit au logement, jamais ils ne parlent d'écologie. C'est les premiers à chier sur les politiques écologistes et je pense à signer la loi du plomb. Enfin bref, t'es là. Mais les gars, enfin genre comment vous, enfin ils sont dans un état d'esprit. Ça m'a trop fait penser à ça. Voilà. Ça, j'essaye de regarder l'heure, ça tourne parce que vous êtes toutes les trois passionnantes, donc on arrive presque à la fin de notre échange et donc j'aimerais bien reboucler. Au début, justement, quand on se parlait de La Servante écarlate, on s'est arrêté sur... Je le retrouve, excusez-moi, sur cette phrase qui est adressée à l'héroïne. Comment avez-vous pu laisser ça arriver ? Et toi, Pauline, je me souviens, on en a discuté en amont et tu me disais, en effet, on retient de cette série qu'ils avaient vu des signes avant-coureurs et que tout le monde était un peu passif et donc ça a pu arriver. Donc là, on a compris qu'on était déjà quand même bien dans un monde... Servante écarlatesque. Dans la merde. Et donc, aller simple pour Gilead, ma dernière question, ça va être comment on fait pour prendre notre billet retour ? Pas sur la SNCF, en tout cas. Ça dénonce. Ah ouais, alors là, elle est de gauche, la dame qui anime. Hein. Non, mais donc, toi, Bettina, tu as un chapitre justement pour une politique nataliste féministe. Donc, c'est possible. Est-ce que peut-être on peut évoquer avec vous trois, je sais pas, solutions, enfin 3 pistes en fait, trois voies chacune de votre point de vue qui peuvent nous donner un peu d'optimisme, en tout cas une envie là de continuer à nous engager. Premièrement, moi, ce que je dirais, c'est que j'ai remarqué en parlant de mon livre à des copines, c'est que moi, tout mon suivi gynécologique, je l'ai toujours fait au planning familial. Et que j'ai plein d'amis, et notamment l'année dernière, j'ai une pote qui a voulu avorter, et elle m'a dit, mais Bettina, t'as un contact sur Lille, parce que j'habite à Lille. Et j'étais là, mais meuf, je sais pas, le planning. En fait, et je me suis rendu compte qu'on a 35 ans bientôt, et qu'elle avait pas du tout ce réflexe-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une entité, mais historique française que l'on a, un truc associatif qui est présent partout, même dans le monde rural aussi, et de moins en moins qui se fait sucrer toutes ces subventions, et que pour moi un truc militant à faire, c'est d'aller se faire suivre au planning familial, parce que plus on sera nombreuses et nombreux aussi, parce que c'est pour tout le monde dans ce genre de centre, plus les chiffres vont bien montrer le besoin impérieux d'avoir des organes différents des institutions, parfois des hôpitaux privés, des trucs comme ça. C'est vraiment un organisme féministe militant depuis sa création, donc c'est hyper important d'avoir je pense de s'en emparer, et aussi au niveau des politiques natalistes, je pense partir du principe qu'une politique nataliste, globalement, c'est quelque chose d'identitaire. Néanmoins, à gauche, notamment dans les partis de gauche en politique, on peut faire mieux, mais que l'idée, c'est d'arrêter de vouloir influencer la natalité, ça sert à rien. On sait très bien que ça marche pas, et ce qu'il faut, c'est des politiques de solidarité, comme l'a toujours fait la gauche, avec les allocations familiales, tout ça, c'était pas pour relancer la natalité, c'était pour soutenir tout le monde. Et que ça, en fait, je pense que c'est un truc qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire de ne pas céder à cette panique médiatique de déclin civilisationnel, de l'hiver démographique, de on va tous crever parce que plus personne fait d'enfants. C'est pas vrai. 87% des Françaises et Français veulent des enfants, tout va bien. Et on en fait. Et du coup, d'arrêter de céder à cette panique médiatique. Donc quand on lit des choses alarmistes qui nous font augmenter le rythme cardiaque, qui nous énervent et tout, on respire, on prend un moment de recul et on s'informe dans des sources plus fiables et variées aussi. Voilà. Violaine, toi, la 3e partie de ton livre s'appelle « Reconstruire ensemble », ce qui est quand même un des titre pistes, qui nous donne de l'espoir. Je ne prétends pas avoir la solution magique, malheureusement, mais c'est des pistes, effectivement, auxquelles j'ai réfléchi et qui sont, j'espère, source d'échanges. En tout cas, je le vois dans le cadre de rencontres en librairie, etc. Je crois beaucoup, finalement, aux relations qu'on peut avoir à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le temps de militer dans des collectifs ou Enfin, voilà, ça dépend aussi des situations de précarité de chacun, de chacune. Donc évidemment, il y a une analyse intersectionnelle à prendre en compte et on peut pas exiger, notamment des anciennes victimes, qu'elles fassent de la pédagogie. Mais en tout cas, pour celles qui en sont capables ou qui ont les possibilités de le faire, le fait d'arriver justement à détricoter l'information, comme tu disais, Bettina, qui est diffusée en masse de la désinformation, nous on le fait à nos échelles. Et je crois beaucoup au fait d'essayer de le faire avec nos proches sans les prendre de haut, parce que bien sûr il ne s'agit pas d'avoir un côté ascendant, mais d'écouter leurs arguments et d'essayer de comprendre ce qui fait que il ou elle pense que par exemple il n'y a pas de risque pour l'égalité femmes-hommes. Donc parce que finalement on connaît toutes et tous des électeurs potentiels de l'extrême droite malheureusement, et donc en fait je crois que ce rôle-là individuel peut faire basculer beaucoup de choses au niveau des élections, mais
oui, là où je voulais en venir aussi, c'était de rappeler que peut-être quand on a cette patience-là de faire de la pédagogie, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que parfois on est en colère et c'est ça aussi la colère. Peut-être il y a beaucoup de gens qui pensent que le féminisme en fait c'est un projet pour détruire la société, la natalité, comme tu l'as dit, etc. Alors 52% des hommes pensent que le féminisme s'acharne sur eux. C'est horrible, ouais. Enfin, c'est dingue de penser. Enfin, la stat est horrible. Et ce que je fais beaucoup dans les lycées quand j'interviens, c'est de rappeler que le féminisme, en fait, il est utile pour tout le monde et que c'est pas un gros mot à la base. Et c'est ce qu'on appelle le féminisme utilitariste. C'est une doctrine, enfin une théorie qui avait été développée par des écrivaines du 19e siècle, notamment en Angleterre. Je pense à Harriet Taylor, qui est plus connue malheureusement pour être la conjointe de John Stuart Mill, mais qui donc aussi a eu des travaux écrits, encore assez méconnus, mais qui tendent à être plus connus, où elle expliquait déjà à l'époque que le féminisme rendait tout le monde plus heureux et que donc en fait tendre vers l'égalité était bien pour tout le monde. Et c'est ce travail de pédagogie là finalement qui malheureusement pèse beaucoup sur nous tous et toutes à l'échelle individuelle, puisqu'il faut pas attendre ça de nos politiques actuelles, qui je crois peut-être faire changer les choses. Pauline, un petit mot de la fin, ton billet retour pour Gilead. Oula, alors... on va devoir te ressusciter parce que t'es crevé 10 fois là. Ouais, c'est terrible. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit toutes les deux, et je vais prêcher pour ma paroisse, mais il faut financer les médias indépendants. Moi, je suis assez persuadée que, en fait, il faut qu'on s'appuie aussi sur les contre-pouvoirs qui existent. La justice en est un, et donc c'est important de soutenir aussi notre justice qui n'a pas assez de thunes. Je pense que tu peux en témoigner. Pas assez de thunes. Et dans les contre-pouvoirs qu'on a, on a aussi les médias. On sait à quel point Sterrin, Bolloré, etc., ils financent des médias qui disent de la merde, qui font de la désinformation. Mais en tant que journaliste, moi, j'ai pu constater, notamment depuis les législatives, à quel point il y a eu un emballement hyper intéressant du côté des médias indépendants, des gens qui s'abonnent de plus en plus, qui vont voir des conférences, qui soutiennent des médias indépendants. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important, qu'il s'agisse d'organes de presse, on va dire, officiels, ou que ce soit aussi des comptes Instagram militants, ou en tout cas des gens qui vont partager ces paroles-là, de leur donner de la force, qu'il s'agisse en jouant le jeu des algorithmes, on va dire, ou en donnant de l'argent si vous en avez la possibilité. Je pense que c'est important. Et je pense qu'il y a un intérêt aussi à trouver de la joie dans nos luttes. Et je suis profondément attachée aux questions des imaginaires et aux questions du fait de détruire l'extrême droite. C'est essentiel, il faut qu'on le fasse. Mais je pense qu'on ne peut pas détruire l'extrême droite que par des arguments rationnels. Et je pense que c'est aussi en montrant à quel point la gauche, le féminisme, ça amène de la joie, ça amène du bonheur, ça amène des imaginaires aussi... chouette. Vous voyez l'espèce de mème où c'est si Elon Musk n'avait jamais existé, et en fait il y a plein de trucs hyper futuristes et verts. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je passe trop de temps sur internet. Ok, il n'y a pas de problème. C'est ton métier. Voilà, mais en tout cas de montrer qu'il y a des imaginaires chouettes qui s'amènent, et qu'on n'est pas juste dans un monde de destruction et que ça donne pas envie de crever toutes les 10 minutes, quoi. Là, pour le coup, on est bien au Pop Woman Festival. On se le disait avant, c'est une petite bulle, mais c'est vrai que pendant 3 jours, je ne sais pas vous, mais en tout cas, nous, on fait le plein de bonnes ondes. Merci beaucoup à toutes les trois. On va prendre 2-3 petites questions. Aucune, moi, c'est une remarque plutôt qu'une question. C'est interdit. Est-ce que quelqu'un du pop a un micro? Merci. Bonjour. Bonjour, je me présente, je suis Cindy et je suis bénévole au planning familial de la Marne. La semaine prochaine, il y a une exposition qui s'ouvre à la cartonnerie mardi. Si ça vous dit de venir au vernissage, vous êtes les bienvenus. Effectivement, de la Marne, merci. On n'a pas assez de subventions pour avoir de médecins, par contre. Donc voilà. Merci. Merci. J'ai une question concernant... on a parlé de Tradwife. Alors moi, je passe aussi beaucoup trop de temps sur Internet, mais comme je suis un peu ancienne, c'est plus sur YouTube que Instagram. Et j'ai vu une espèce de pipeline d'écolos qui vont vers les Tradwife, et ça me perturbe un peu pour tout un tas de mouvements. Alors, et donc je me demandais quelles étaient vos réflexions là-dessus. L'écologie sans lutte des classes et du jardinage, je pense que c'est pas une phrase sortie de nulle part.
Et les écolos racistes, on en connaît beaucoup, je pense, des très connus. Et ouais, non, bah grave, il y a quand même tout un truc à déconstruire aussi là-dessus. Enfin, c'est pas parce que la semaine dernière, j'étais à Lyon dans un festival justement sur l'écologie et en fait, on était assez critique. Enfin, on disait, faites attention aux associations écolos que vous suivez ou que vous allez soutenir parce qu'en fait, parfois, il faut vraiment faire un boulot de ouf de décryptage parce que parfois, c'est des gros rastons en fait derrière. Ou genre, truc d'eugénisme, de Malthus, on est trop nombreux sur Terre, et évidemment, ouais, voilà, écofasciste, tout à fait. Enfin, ouais, de ouf, faut faire attention. Mais ouais, cette pipeline, moi je l'ai beaucoup vue sur internet aussi. Ils appellent ça de la crunchy mom à la tradwife. Mais en gros, c'est. Quoi la crunchy mom? La crunchy mom, c'est les darons un peu hippies. C'est ma daronne. Les darons un peu hippies, elles veulent pas manger de produits transformés, elles bouffent des graines et elles adorent les graines de courge dans les salades. Tu vois ce que je veux dire? Et quand t'as faim, elles te donnent de la salade. Bref. Et elle te crée la maman escargot en fait. Oui, et elle te crée des troubles du comportement alimentaire. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais ça c'est une autre table ronde. C'est une autre table ronde. Mais tout ça pour dire qu'en effet, il y a aussi dans l'écologie, on va dire récente, promue sur les réseaux sociaux, je tiens à le dire, donc qui est plus une écologie peut-être performative que militante. Il y a beaucoup de choses autour du féminin sacré. Oui, merci, j'allais le dire. Ouais. Voilà, ouvrez vos chakras et vos yonis, chargez vos pierres devant la lune, tout ça. Ah, je me sens insultée. En fait, j'étais pas légitime pour animer cette table ronde. On peut le faire. En fait, le truc, c'est on peut le faire, mais si tu commences à penser politiquement. Non, ça non. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi aussi, je tire les cartes du tarot pour dire à mes copines quand est-ce qu'elles vont se faire larguer, tu vois. La sauge. Mais la sauge après chaque soirée pourrie avec non mais ça c'est de la croyance personnelle. En fait, quand tu en fais une croyance politique et notamment le fait de dire il faut qu'on revienne à notre féminin sacré, que les hommes reviennent à leur masculin sacré, là tu t'es vers une pipeline, donc c'est même plus une pipeline, là c'est une tyrolienne jusqu'à en effet l'extrême droite, parce que à partir du moment où tu es dans une binarisation du genre et des rôles de genre, ça part là-dessus, quoi. Donc tu reviens beaucoup sur les injonctions à la maternité quand tu tires le fil, mais effectivement, faut pas tout diaboliser non plus. Mais je suis d'accord, le féminin sacré, pensé politiquement, ça tend à appeler les femmes à revenir à leur soi-disant rôle qui serait naturel, de faire des enfants, mère, contact à la terre, tout voilà. Ça, quoi. Ouais. Je plaisante. T'as le droit de continuer à utiliser tes cristaux, Chloé. Bah oui, grave. Non, mais si vous saviez. Si vous saviez. Si ça te fait du bien, ça va. Oui, en fait, c'est qu'on peut faire les deux. Hein. On peut recharger ses cristaux ou verser son sang menstruel les soirs de pleine lune et aller en manif et tenir tête au CRS. Hein. On peut faire les deux. Bah oui. Preach. J'adore. Une ou deux petites remarques. C'est vrai qu'on a pris beaucoup. Il y a quelqu'un du pop. On a beaucoup de retard, non? Il y en a une juste après de table ronde ou pas? Ah d'accord. Oh, okay. Ça va. Bon, mais quand même, parce qu'après elles doivent dédicacer, se nourrir, partir en vadrouille. Se nourrir. Bah oui. De graines de courge. Des graines de courge. De ma mère. Non, elle est pas là. Il y a quelqu'un? Oui. Bonjour. Moi, ma petite question, c'est que quand je parle d'effritement des droits de la femme avec des personnes, il y a beaucoup de personnes qui répondent « on est en France, ça n'arrivera pas, c'est impossible ». Et des personnes qui sont pour les droits de la femme, mais qui ne sont pas engagées dans des associations féministes, etc. Donc ma question, ce serait qu'est-ce qu'on peut proposer pour cette population, en fait, pour un peu faire communauté et le jour où on est face à des vraies menaces, réussir à les affronter avec impact. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh oui. Je pense que c'est peut-être d'abord focaliser sur quelques exemples concrets qui leur permettront peut-être de défaire leurs préjugés en leur disant oui, c'est vrai, en France, il est interdit de violer ou d'agresser une femme. Néanmoins, 94% des plaintes sont classées sans suite pour viol et 86% des plaintes pour agression sexuelle. Et là, la personne va vous dire oui, bah, ça, c'est les statistiques des associations féministes. Voilà. Et là, vous pourrez dire non, c'est un rapport de l'Institut des politiques publiques de la super chercheuse Maëlle Stricot qui, dans le cadre de ses recherches, a eu accès au logiciel Cassiopée, qui est le logiciel utilisé par les services de justice. Donc, ce sont des statistiques officielles. Et là, du coup, la personne déjà va vous dire oui, mais alors du coup ça veut dire que c'est parce qu'ils ont pas commis le crime, c'est pour ça que c'était classé. Et là vous pourrez dire non, parce que dans le rapport c'est marqué qu'en fait comme la justice est sous-financée, eh bien il n'y a pas assez d'actes d'investigation, donc si on ne cherche pas les preuves on ne peut pas les trouver. Donc il y a cet exemple sur la justice et il y a aussi un autre exemple sur l'IVG. La personne va vous dire mais en France on a inscrit la liberté d'avorter dans la Constitution. Et là vous pourrez dire bah oui, mais
Déjà, c'est pas le droit d'avorter, c'est la liberté d'avorter. Et certains constitutionnalistes ont quand même dit que le droit d'avorter, eh bien, ça aurait permis de confronter l'État face à ses responsabilités, alors que liberté de, c'est un peu avorte si tu peux. C'est pas interdit, on va pas te tuer, mais débrouille-toi. Et dans la réalité, eh bien, il y a des centres du planning familial qui ferment. Donc, certes, en théorie, on a le droit d'avorter, mais dans la pratique terrain, c'est de plus en plus compliqué. Voilà 2 exemples pratique entre guillemets à ressortir. La justice, certes, on n'a pas le droit de violer, d'agresser, mais dans les faits, c'est classé, il n'y a pas de sous pour investiguer, et c'est pas l'extrême droite qui va donner ses sous s'ils sont au pouvoir. Déjà que là, actuellement, on n'a pas de sous pour faire ça. Et l'exemple de l'avortement, théorie pratique. Toujours ce décalage théorie pratique, je crois. Alors je sais ce que vous vous dites, mais Violaine de Philippi Sabas a donné plein d'infos, je les ai pas retenues. Comment je vais clouer le bec de ces personnes qui m'emmerdent? Son livre. Et ben justement, excellent. Évidemment, il faut lire tout le monde, mais classé sans suite. Enfin, oui, la résistance écarlate aussi, mais très sincèrement, classé sans suite, moi, à titre personnel, c'est vraiment devenu l'une de mes sources principales parce que vous avez tout, quoi. Vous avez vraiment de quoi clouer le bec à ces gens-là. Écoutez, je vois vraiment le temps qui tourne, qui défile, pardon. Il y a en plus les moments de dédicace, donc je tenais vraiment à vous remercier encore, à rappeler, donc, Violaine de Philippi Sabat, ton actualité, la résistance écarlate, mais il y a aussi classé sans suite à la librairie. Mais vous êtes circassienne aussi, n'est-ce pas? Vous êtes circassienne aussi, vous faites. On a un spectacle, tu savais pas? Là, sur l'esplanade, d'ailleurs, je crois que vous produisez cet après-midi. Je fais le poirier. Et des bolas. C'est ça le bolas? J'ai fait des bolas. Un autre débat. J'en étais sûre. Pauline Ferrari, donc toi, on peut retrouver formée à la haine des femmes à la librairie et aussi donc sur Matin Quel Journal, allez lire les leçons pour être une tradwife. Et donc Bettina Zourli, Notre corps, leur choix. Ton compte, j'ai même pas le temps, vous applaudissez. Ton compte Instagram. Toi aussi, hein, tu as quand même un nouveau. Est-ce que tu peux nous dire le titre de ton nouveau livre? Attends, ton compte Instagram et ton spectacle. Pourquoi j'ai invité mon agresseur à mon mariage, donc vous pouvez les suivre. Et moi, je me rends compte que je me suis même pas présentée. Je me suis pris pour une star. Genre, que tu es. Donc je suis toujours Chloé Thibault, hyper ravie d'être avec vous. Moi, j'ai un livre qui sort le 11 mars qui s'appelle « Pourquoi les hommes ont peur des femmes ?» qui résonne absolument avec ce qu'on vient de se dire. Et autopromo, donnant, Pauline Ferrari anime la rencontre autour de mon livre « Qui a peur des femmes ?» à 17h30, c'est ça? Ici. Voilà. Bonne journée. De blagues. Bonne journée à tous et rendez-vous en dédicace avec... Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mais oui. Colère, la colère.